Maintenant, on va s'en aller au palais de justice, mais pas celui de Québec. On va suivre une cause. Raconte-moi, Isabelle, c'est quoi exactement et c'est où? Ben, ça se passe au palais de justice de Saint-Jérôme. Puis moi, honnêtement, ça m'a donné des frissons là, quand j'ai lu les reportages de mes collègues là-dessus. C'est une ex-médecin qui est en procès. Là, ça a commencé cette semaine à Saint-Jérôme pour homicide involontaire d'un de ses patients. C'est extrêmement rare comme cause. Là, on voit souvent des causes là, en responsabilité civile, là, des médecins qui sont poursuivis parfois pour des choses très graves, là, y compris des décès. Mais des erreurs. Exact, des erreurs. Et ça se passe, c'est des sommes d'indemnisation qui sont réclamées. Mais là, c'est le DPCP qui a déposé des accusations contre l'ancienne anesthésiste Isabelle Desormeaux, qui a 53 ans. J'ai vérifié d'ailleurs anesthésiste ou anesthésiologiste. Là, les deux se disent. Là, c'est les médecins qui accompagnent, évidemment, au bloc opératoire, qui accompagnent les chirurgiens pour tout ce qui est de contrôler la douleur du patient, endormir et tout ça. Je pense que c'est la branche de la médecine la plus complexe. L'anesthésie. OK. Vraiment, là. Hein? La plus payante. C'est la plus payante, c'est effectivement. Le mieux payé dans la salle. Je pense que oui. Mais honnêtement, lui, il peut jouer avec ta vie. Ouais. C'est à ce point-là. Ma blonde, elle travaille un peu dans ce domaine-là, dans le sens où elle travaille en préparatoire d'une opération, d'une chirurgie, que ce soit avec anesthésie complète ou pas. Mais là, tu verrais les questions qu'ils te posent. Qu'est-ce que tu prends comme médicament? Prends-tu de la drogue? Combien de fois? Quelle drogue? Quelle quantité? Quel alcool? Quelle quantité? Ils ont besoin de tout savoir pour être sûr que ce soit correct. Puis après ça, la préparation, mettons, avant d'être une anesthésie complète, tu peux pas manger avant 12 heures avant, ou je sais pas trop. Puis là, t'arrives là, tu dis, j'ai pris rien qu'une petite toast, j'avais trop faim. Et t'opéreront pas, là. Parce que si tu vomis, tu vas t'étouffer, tu meurs. Fait que c'est très complexe d'être en anesthésiste. Les quelques secondes avant qu'il t'endorme, là, il te pose une question, tu essayes de répondre, tu te rendras pas à la fin de ta réponse. Là. Tu vas être parti d'un ligne. Oui, c'est ça. Ils rient de nous. Oui. Quand ils nous endorment. Tu penses? Non. Non, ils sont très polis. C'est très poli. Donc, ça se passe le 31 octobre 2019. Oh. C'est un monsieur de 84 ans qui se rend à l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Et il y a des énormes douleurs. Il est très mal en point. Et après les examens, on voit, les médecins voient une occlusion intestinale qui nécessite une opération chirurgicale d'urgence. Avant l'opération, le monsieur, l'octogénaire, il signe un consentement aux soins. Et là, je connais pas du tout, mais ça s'appelle le Objectif B, et ça, c'est prolonger la vie par des soins limités. Donc, le monsieur, ce qu'il dit, c'est il souhaite pas de réanimation cardio-respiratoire ni d'intubation d'urgence. Ça, c'est ses vœux à lui avant l'opération. L'opération commence dans la nuit. C'est une grosse opération de 2 heures et le chirurgien découvre de la nécrose sur des parties de son intestin. Donc ça, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Le chirurgien va communiquer avec la personne qui contacte là, de M. Bissonnette. Là, je vais finir par dire son nom. Et elle lui raconte tout ça à sa nièce, de M. Bissonnette, en lui disant que si on poursuit l'opération, ça va avoir des graves conséquences. Le monsieur va devoir avoir un sac en permanence. Il va être hospitalisé de façon de très longue durée. Donc, c'est convenu que... On est durant, là, ce que tu m'expliques là, c'est durant la chirurgie. Oui. On s'aperçoit que le problème est plus important que ce qu'on croyait. Tout à fait. Et il y a une communication avec la On prend une famille. pause et on appelle la famille pour dire on fait quoi? On a les deux mains dedans. Là. Oui, ben c'est ce qui est relaté là, okay, dans les procédures. Et là, donc, la décision qui est prise en accord avec la nièce, c'est pour respecter les vœux de M. Bissonnette, c'est conclure l'opération et offrir un traitement palliatif. Donc là, le chirurgien revient, il va, évidemment, refermer là, toute la paroi abdominale et sa collègue, la docteure Desormeaux, est là et les deux discutent ensemble et c'est clair que, il n'y a pas de survie à très long terme, malheureusement, pour M. Bissonnette. Le chirurgien évalue, là, grosso modo, maximum une journée ou 2. Et là, pour une raison qui m'échappe, là, ça, peut-être des gens dans le domaine médical pourront nous dire comment ça se passe. Le chirurgien quitte, là. Lui, son bout est fait et c'est seulement la docteure Desormeaux qui reste au bloc avec les infirmières. Et là, c'est là que ça commence à déraper. Il y a la docteure Desormeaux,
elle leur dit, ça sert à rien là, de trouver une chambre au patient, là, il va décéder, on pourrait l'amener directement à la morgue. Ces mots-là auraient été prononcés, là, selon les témoins. Ce qui est un peu vrai. Ben, plus ou moins. Là. C'était pas comme... il n'est pas mort au bloc opératoire. Non, là. mais il donnait une journée ou deux. Exact, tout à fait. Puis le monsieur veut pas être intubé, puis il veut pas de manœuvre de réanimation. Mais il y a quand même des procédures de soins palliatifs qui peuvent être faites. Okay. Et ce que les infirmières qui ont commencé à témoigner disaient, ça se passe pas comme ça, jamais. Là. Il y a personne qui meurt de même, qu'on laisse mourir au bloc opératoire. C'est pas comme ça qu'on procède. Les infirmières sont très fâchées parce que là, l'anesthésiste, elle a fait ce qu'elle a décidé de faire. Elle dit, bon, ce monsieur-là, il n'y a pas de famille qui a le temps de se rendre pour lui parler. Sa fille, ce qui est vrai, il y a une fille, mais elle est inapte. Là, elle a un problème de déficience intellectuelle. La nièce n'était pas non plus sur place. Donc, l'anesthésiste, le docteur Desormeaux, va débrancher M. Bissonnette du respirateur et elle va lui faire une injection de 3 substances, là, midazolam, propofol, fentanyl. Et donc, à 4h45, il est débranché et son décès va être constaté à 5h04. Mais pendant tout ce temps-là, là, pendant ce 20 minutes-là, c'est comme un peu la panique là, au bloc opératoire. Il y a une infirmière qui a témoigné en disant qu'elle a failli appeler le 911 tellement elle trouvait que ça n'avait pas de bon sens, là, ce qui se passait. Et donc là, il y a eu, évidemment, enquête interne, dénonciation. La docteure Desormeaux a démissionné de ses fonctions, enquête policière et l'accusation d'homicide involontaire a été déposée. Puis le procureur de la Couronne, il y a eu une formule un peu choc là, pour commencer le procès. Ce lundi, il a dit, dans le fond, M. Bissonnette a été euthanasié. Alors, c'est ça qui s'est passé selon la Couronne. Évidemment, elle, l'ancienne médecin, elle a des avocates et elle va... elle, ce qu'elle dit, c'est que elle a fait des soins palliatifs. Là. Elle, c'était ça dans son dans Elle sa va façon parler de procéder. soins de confort. Là. Souvent, on va dire, ils appellent ça comme ça. Des soins de confort, c'est qu'ils vont t'injecter... palliatif, c'est ça. C'est ça. Palliatif, c'est quand tu arrives au bout et que tu n'as pas d'issue, c'est juste pour être moins mal. Pas souffrir, la fin, c'est ça. Mais les gens sont souvent inconscients et tout ça. Mais là, de ce que je comprends, donc, le monsieur, le 20 minutes, il meurt dans le bloc opératoire. Exact. Il ne va jamais être transféré aux soins intensifs ou dans une autre unité. Là. Tout se passe là, sur place. Puis, ce qui arrive, ce que je vois, moi, parce que là, il s'est présenté à l'hôpital pour une chirurgie, genre en chirurgie d'un jour. Okay. Non, je pense que c'est en mode urgence. Là. Si j'ai bien compris, là, c'était pas quelque chose de planifié. Là, c'était vraiment à cause des douleurs épouvantables. Là, il s'est rendu à l'hôpital. Puis là, il est 5h moins quart, genre, quand... Au petit matin, au matin, OK, on est dans la pleine nuit. Il est arrivé le soir et là, l'opération, on est rendu le petit matin. Donc, c'est pour ça que l'infirmière du bloc a peut-être pensé d'appeler le 911, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu sais, généralement, si on avait été en plein après-midi, il y a d'autres médecins, elle va chercher, elle retourne chercher le chirurgien ou un autre médecin qui est pas loin, qui vient dire, viens checker l'anesthésiste, là. Elle veut régler le cas du monsieur, là, tu sais. Grosso modo, là, dans mes mots, c'est un peu à ça que ça ressemble. Oui. Fait que là, dans le fond, ça va être tout le débat, là, il va y avoir beaucoup d'autres personnes qui vont témoigner, d'autres médecins, pour un peu analyser, parce qu'une accusation d'homicide involontaire, évidemment, le docteur Desormeaux n'est pas arrivé là avec l'intention de tuer le patient, mais est-ce que les actes qu'elle a posés, est-ce que ça constitue de la négligence criminelle? Est-ce que ça constitue un acte illégal qui peut la rendre coupable d'homicide involontaire? Là, c'est pas clair. Là. Il y a sûrement plusieurs moyens de défense qui vont être faits, mais selon la Couronne, là, il y a aucun consentement. Les soins que Mme Desormeaux a fait, la docteure Desormeaux a fait, jamais, c'est pas ça auquel M. Bissonnette a consenti. Donc, pour eux, c'est très clair qu'il n'y avait pas de consentement pour ça. Est-ce que le témoignage du chirurgien, s'il venait dire, écoute, c'était fini, là, il n'allait pas passer à travers là, mettons, les prochaines heures, là, il a dit quelques jours, ça va pas venir atténuer l'accusation? Ben, je pense que c'est clair, là, tout le monde le sait, là, que c'était vraiment courte durée, la survie.
Mais, tu sais, moi, en tout cas, je vais à mon éditorial, là. On est tous dans les débats présentement, là, sur l'aide médicale à mourir, puis comment ça doit se passer. C'est sûrement pas comme ça que ça doit se passer, là. Tu sais, je veux dire, il est pas... Puis ça arrive. Je dis pas que ça arrive pas des gens qui meurent au bloc opératoire, là. Malheureusement, là, les médecins ont beau être extrêmement compétents, ça arrive. Mais là, c'était pas ça, les circonstances, là. Je comprends. Donc, moi, si c'était quelqu'un de ma famille à moi, je pense que je serais aussi fâchée, là, que la nièce. Mais bon, ça va être quand même un procès assez complexe. Puis elle a l'air d'être bien défendue. Elle a même fait des requêtes aussi. Ça, c'est particulier. J'ai lu ça. L'accusé voulait pas que son nom sorte. Elle a fait des requêtes vraiment pour avoir de la non-publication là, le plus longtemps possible. Finalement, il y a rien de ça. C'est quoi son statut depuis les événements? Je l'ignore. Je sais qu'elle a démissionné. OK, elle a démissionné, oui, mais est-ce qu'elle est radiée ou elle a encore... Les procédures disciplinaires étaient encore en cours à cause des procédures criminelles. Là. Donc, souvent, on donne préséance. Là, on ne sait même pas si ça pratique encore. Ben non, effectivement, mais moi, j'irais pour non, là, mais non, j'ai pas cette information-là. OK. Dans le texte de la presse, on dit ex-médecin de 53 ans, donc ce que je comprends, c'est qu'elle ne l'est plus. Donc, OK, donc elle est membre du Collège des médecins. Le Collège des médecins, ils l'ont tassé complètement. Tu sais, parce que des fois, en démissionnant, tu sais, il y a des... quand même... c'est auto-tassé, là. Oui, parce qu'il y a plusieurs, mettons, elle aurait pu travailler dans n'importe quelle clinique privée, tu sais, en soins esthétiques, là, c'est des cliniques privées, puis ils ont besoin d'anesthésistes. Est-ce que tu restes médecin toute ta vie? Ben, il faut que tu fasses des études, il faut que tu te mettes à jour ou tu restes médecin toute ta vie? Ben, je pense que tu as une licence qui a été mise comme par le Collège des médecins, puis la journée que tu l'enlèves... Là, ils l'ont enlevé dans ce cas-ci? Ouais, dans ce cas-ci, ils l'ont enlevé ou suspendu, ça c'est clair. Suspendu peut-être. Fait que, mais tu sais, as-tu écouté, Isabelle, la balado de Alain Gravel? Là? La mort libre. Oui, tout à fait. Il raconte que son père, quand son père est arrivé à la fin de sa vie, mais il n'y avait pas d'aide médicale à mourir à l'époque, le médecin il dit, regarde, on va juste y en donner un peu plus, là, puis ça va... C'était un peu ça aussi, là, mais là, c'était consentant avec la famille qui était présente. Oui, puis je trouve que là, c'est parce qu'on dirait que ça manque vraiment d'humanité. Là. Ouais. Moi, j'aime pas ce que je lis là, dans ces... je comprends. Dans ce qui s'est passé. Je trouve ça froid, je trouve ça... tu sais, un monsieur de 84 ans, je le connais pas. Mais zéro mais famille. Moi, j'ai envie de te dire zéro famille parce que là, la communication durant la chirurgie, la plus importante, c'est sa nièce. Oui, hey, mais on est loin. comme je t'ai dit, il y avait une fille dont il était question, mais qui était inapte. Là, et la nièce aussi, dans cette famille-là, sa nièce, dans le fond, le frère de M. Bissonnette venait de mourir. Okay. Donc, déjà, la famille était dans des espèces de drames, de grosses périodes. Fait que ça tombait une période très chargée. Mais, ouais, moi, en tout cas, je trouve ça assez... Tu vas suivre ça pour nous autres? Oui, tout à fait, parce que je trouve ça un peu troublant, là, quand même. Si tu devant un juge seul? Un juge seul, oui, encore une fois. Meilleur choix dans des cas comme ça, parce que le jury serait sensibilisé au monsieur mort. Puis... Ah, ben c'est clair que l'aspect émotif, là, les juges sont plus habilités que nous, pauvres mortels. À dealer avec ça. Oui, tout à fait. Ah, merci Isabelle Mathieu.